La réforme des retraites avec une ambiance de plus en plus exécrable à l'Assemblée. Une scène à vous montrer ce soir. Le député de la France Insoumise, Aurélien Saint-Toul, accuse le gouvernement d'être responsable de la hausse des accidents du travail et, dans la foulée, traite le ministre Olivier Dussopt d'assassin. Entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus. Donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Bonsoir Sandrine Rousseau. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député Europe Écologie Les Verts de Paris. Merci d'être là. Je précise d'emblée que le député Saint-Toul s'est excusé. On va l'entendre dans une seconde. Est-ce qu'on a touché le fond cet après-midi? Il s'est excusé, les débats sont tendus. Oui, c'était pas très adroit et je pense qu'on a tous regretté ce mot. Lui le premier d'ailleurs. Et je le remercie vraiment de s'être excusé sans aucune espèce d'ambiguïté d'ailleurs auprès du ministre. On va l'écouter tout de suite, le député Saint-Toul, ses excuses. J'ai eu il y a quelques instants à ce micro des mots que l'émotion et l'emportement m'ont fait mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre et je me tiens à sa disposition pour avoir un échange plus personnel et lui présenter à nouveau mes excuses. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Tout est terminé? Ou est-ce que pour vous, il doit maintenant être sanctionné, lourdement sanctionné? Mais il a eu une sanction déjà. Hein. Il y a déjà une première sanction, elle peut être alourdie. Une première sanction qui a été décidée dans l'Assemblée. Après, c'est au bureau d'en décider, mais je pense que dans la mesure où il s'est excusé, il a fait amende honorable et où il a déjà été sanctionné. Voilà, après, le bureau est souverain. Je demandais si on avait touché le fond, parce qu'on a eu d'autres exemples ces derniers jours. On va voir ça avec Pauline Simonet dans un instant. Mais comment vous expliquez ce qui est en train de se passer à l'Assemblée, le spectacle, pardon, qu'on est en train de voir à l'Assemblée depuis maintenant une semaine? Mais il y a beaucoup de tensions parce que nous luttons beaucoup. Vraiment, nous défendons chaque amendement avec énormément de vigueur. Et en face, il y a vraiment une fermeture totale à tout dialogue. Total. Là, sur l'index senior, par exemple, ce sont les articles qui ont été, enfin les amendements qui ont été étudiés là dans les heures qui précèdent ma venue ici là, et en fait, il y avait des amendements qui étaient proposés par l'ensemble des groupes d'opposition, qui tous, nous avons tous dit que cet index était insatisfaisant, qu'il y avait aucune contrainte, que ça servait vraiment pas à grand chose, et il y a eu une fermeture complète, mais totale. Il y a pas un centimètre d'ouverture de discussion, donc. Et d'ailleurs, c'est vraiment troublant compte tenu du mouvement social qui se lève, qui est présent dans la rue, le mécontentement qui progresse, et on a l'impression d'un gouvernement qui est totalement renfermé sur lui-même, très sûr de lui, arrogant. Je pense que ça n'est pas la bonne attitude. Il y a aussi un contexte, je pense, dont vous ne pouvez pas vous exonérer, et une partie de l'opposition ne peut pas s'exonérer, c'est-à-dire que vous renvoyez toujours la balle dans le camp du gouvernement. Vous avez aussi des syndicats qui disent aujourd'hui la stratégie de LFI et de la NUPES n'est pas satisfaisante parce qu'en fait, cette bordélisation, cette hystérisation est contre-productive, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas au fond et que vous êtes dans une forme d'obstruction qui est quand même très agressive et que certains députés éminents comme vous, qui par exemple parlaient d'Mbappé en commission pour prendre un exemple qui est totalement hors sujet, ou bien des invectives qu'on entend quand on entend des mots comme ta gueule brandis par certains députés, pardon, mais vous avez une responsabilité aussi vis-à-vis de ce jeune homme qui probablement est assez jeune, moi je l'ai découvert à cette occasion-là, avec des seniors ou des députés ou des politiques plus expérimentés qui se comportent comme des chiffonniers à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Qu'est-ce que vous répondez ça? Vous exonérez de toute responsabilité sur la tenue des débats. C'est pas seulement le gouvernement. Je vous dis, la tension monte parce que c'est un sujet qui est très important, qui va changer la vie des gens, en mal, qui va la dégrader. Donc évidemment, nous sommes en premier plan. Sur Mbappé, je voudrais juste revenir sur une chose, c'est que j'ai fait ça pour alerter sur un autre sujet. Je sais bien que la retraite d'Mbappé n'est pas le sujet. Et enfin, faites-moi au moins quand même ne me faites pas ce procès-là, mais par contre, il y a un vrai sujet autour des sportifs et de la fin de carrière et de la retraite. Et là, en l'occurrence, par exemple, sur cette chose-là, non, c'était dans l'index senior. Ce que je veux dire, c'est le contexte de la façon dont vous défendez dans l'index senior, il y avait cette question de sortir justement les sportifs. Et donc, c'est pour ça, en fait, que à des moments, la question qui nous est posée et qui est
une question objectivement dont la réponse est difficile à trouver, c'est comment faire pour faire bouger les lignes, pour que le gouvernement entende et que le groupe Renaissance bouge un tout petit peu et se montre moins inflexible qu'il ne l'est actuellement. Aujourd'hui, nous avons tout essayé en fait. Nous avons essayé le dialogue, nous avons essayé l'opposition, nous avons essayé même parfois les blagues, nous avons essayé. Et en fait, rien ne bouge. Et les insultes aussi, visiblement. Les insultes. Et alors aujourd'hui, les insultes, mais avec excuse. Bon, accorder oui, mais aussi bon. le fait. Oui, mais enfin, faut quand même que les téléspectateurs et téléspectatrices se rendent compte d'une chose. C'est que nous y sommes de 9h à minuit tous les jours. Et que l'hémicycle est un lieu fermé. Et donc, qui suscite aussi, il est fait pour ça d'ailleurs, qui suscite des débats et des débats parfois tendus. Là, c'est une réforme importante. C'est la réforme probablement du quinquennat. Et oui, nous ne lâchons rien. Et évidemment, quand nous ne lâchons rien, eh bien, il y a des moments de tension. Et quelque part, l'Assemblée est habituée aussi. Vous avez conscience que tout ça peut éloigner de la politique? Mais je sais pas, parce que là, de ce que je vois, de ce que j'ai vu dans la rue, dans les jours de manifestation, c'est au contraire des gens qui disaient surtout lâchez rien, on vous suit, on vous voit, vous lâchez rien, on est fiers de vous, etc. Moi, j'ai beaucoup entendu ça. Alors attendez, je demandais à l'instant si on avait touché le fond. Ce qu'on voit, Pauline, c'est en tout cas qu'on creuse depuis quelques jours. Oui, effectivement. Alors, je vais reparler évidemment de ce tweet, cette photo qui a été tweetée par Thomas Porte, qui arborait cette écharpe tricolore et qui, on le voyait poser le pied sur un ballon avec la photo du ministre du Travail, une photo qui a mis le feu à l'hémicycle là aussi la semaine dernière. Le député a refusé de s'excuser et verdict, Thomas Porte a été exclu pour 15 jours de l'Assemblée. C'est la sanction disciplinaire la plus importante qu'il puisse y avoir. Est-ce qu'on est là dans une caricature légitime ou est-ce que à nouveau, on franchit pas une limite supplémentaire et est-ce que ça ne parasite pas le débat finalement d'avoir les uns après les autres ces incidents qui parasitent le débat? Enfin là, moi je trouve que la sanction est tout à fait excessive. Sur le tweet de Thomas Porte, je suis claire. Après, je pense que ça méritait une sanction, mais un rappel au règlement, pas une sanction de 15 jours. Je dois dire quand même que là, les gens dans la rue sont extrêmement en colère, qui ne veulent pas de cette réforme. Donc en fait, nous sommes leur voix aussi à l'Assemblée. Et que la voix de l'opposition ne conviennent pas à la majorité, j'ai envie de vous dire que c'est quand même un peu classique. Et finalement, l'important pour nous, en tous les cas, moi, la mission que je me fixe, c'est que les personnes qui vont manifester, qui font grève, qui perdent des jours de salaire, qui sont inquiets pour leur avenir, puissent se retrouver dans les voix dans ma voix, par exemple, quand elle est portée à l'Assemblée, et dans la voix des autres. Justement, est-ce qu'ils se retrouvent dans votre voix? Parce que c'est l'interrogation. Je vous dis que sur les lieux de manifestation, les gens attendent qu'on bloque, vraiment. Et ils sont dans une opposition qui devient une colère sourde, sereine, mais sourde. Et je pense que sur ce plateau, je ne suis pas sûre qu'on mesure le niveau de colère de bien des gens contre cette réforme. Regardez les chiffres de manifestants partout. On le voit. Sandrine Rousseau, pardon, mais on le voit et on les dit, on montre les slogans, etc. On le voit, mais ce que l'on ne comprend pas, c'est effectivement pourquoi est-ce que ça bascule comme ça à l'Assemblée. Pourquoi est-ce que les députés n'arrivent pas, mais à se tenir à l'Assemblée. Pourquoi est-ce que dans certains cortèges, du côté de la CGT par exemple, on a une effigie d'Elisabeth Borne pendue à une potence, etc. On peut dire que ça fait partie du folklore des manifs, mais on n'a pas besoin de ça, en gros, pour lutter. Et c'est aussi, mais c'est aussi ce que vous renvoie une partie des électeurs. Il y avait des caricatures du roi. Enfin, je veux dire, depuis quand on n'a plus le droit de faire des caricatures? Depuis quand on devrait faire s'opposer à une réforme de cette ampleur-là en étant sage, policé, et en disant s'il vous plaît, monsieur Dussopt, excusez-nous de vous déranger, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez retirer votre réforme? Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, on monte le ton. Oui, parce que finalement, c'est aussi le mandat que nous avons, que de monter le ton face au gouvernement pour que le gouvernement entende la colère qui s'exprime dans la rue et qui aujourd'hui résonne aussi dans l'hémicycle. Christophe. Des caricatures, oui, mais peut-être qu'on a fait la République justement, et notamment depuis la 3e, pour éviter d'avoir des simulacres de pendaison, de décapitation, c'est-à-dire nous ramener à un âge révolutionnaire qui était sanglant, être un peu plus policé. Le gouvernement est inflexible, la majorité ne bouge pas, vous l'avez dit, mais c'est parce que la majorité ne pourra avoir de majorité sur ce texte qu'avec les LR. Et en plus, au Sénat, la majorité est de droite. Donc s'il doit y avoir une issue globale, positive pour ce texte de loi, ça sera dans une alliance entre la majorité macroniste et la droite. Donc on peut comprendre qu'il ne concède pas des concessions d'amendement à la NUPES, qui de toute façon ne votera ni l'article 7 ni la globalité de la loi. Est-ce que vous ne pourriez pas
être plus visionnaire et dire voilà, nous sommes en train de bâtir le programme de la réforme des retraites que nous ferons quand nous serons au pouvoir en 2027. Nous, la gauche unie, avec peut-être un candidat unique et un programme qui mettra la retraite à 62 ans ou à 60 ans et qui dira on la finance par tel ou tel impôt sur les riches ou sur les entreprises. Les électeurs ou les manifestants se diraient bon on va avaler cette réforme, mais dans 4 ans, il y a des élections et une loi peut défaire une loi. On mettra peut-être en majorité. Oui, mais je crois que alors déjà il y a des députés quand même qui se battaient en duel dans les jardins de l'Assemblée. Bien sûr, je rappelle quand même que le dernier c'est Gaston Defferre, c'est pas si vieux. Quand bien même il y a un tweet malheureux, on risque. Mais justement, on avait progressé sur la violence et on recule. Sur le projet alternatif et sur ce que je crois que les Français et Françaises ne nous pardonneraient pas non plus de ne pas mener la bataille autant qu'il est possible de la mener. Et c'est ce que nous faisons. Donc et cette bataille, mais les syndicats vous disent c'est pas la bonne façon. Autant qu'il est possible de la mener, alors ça nécessite que des fois il y ait des moments de très forte tension dans l'hémicycle. Après, nous dessinons le projet. Regardez les prises de parole. Elles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont en plus très complémentaires au sein de la NUPES pour dessiner le projet de retraite que nous voudrions quand, en effet, nous prendrons le pouvoir. Pablo. Oui, alors non, ce qui est intéressant, en fait, ce que vous dites, Sandrine, c'est que il y a une espèce de recherche d'homogénéité entre la radicalité du mouvement social et vous, votre positionnement à l'Assemblée nationale. Ça, c'est alors tout à l'heure, Christophe, vous disiez oui, on a fait la République justement pour essayer d'apaiser les tensions. C'est pas tout à fait vrai. Moi, ce qui se passe actuellement, ça me fait penser à ce qui se passait dans les années 50. En fait, quand vous regardez ce qui s'est passé dans la 4e République entre 37 et 55, vous aviez notamment les députés communistes qui étaient 1000 fois plus virulents que ne le sont aujourd'hui. Mais il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas des millions de Français qui voyaient ça en direct. Les représentants de la nation devraient en tenir compte. Certes, mais moi je mets un bémol là-dessus, justement à ce qui s'est passé à ce moment-là au Parti communiste, parce que le Parti communiste en est revenu. En fait, en 55, et d'ailleurs les vieux communistes peuvent vous en parler, ils disent, en fait la radicalisation, elle est arrivée, par exemple en 52, il y a eu des grandes manifestations contre, c'était les manifestations contre Ridgway, mais peu importe, il y a eu un mort. Un communiste algérien qui est décédé à Stalingrad. Et donc à ce moment-là, en fait, les communistes se sont dit, en fait, les politiques, non, je déteste le mot hystérisation d'ailleurs, Antonin. Ils ont pris conscience de la représentation et de l'exemplarité qu'il devait avoir. Non, mais la question de la violence, en fait, de l'homogénéité entre la radicalisation et la violence, en fait, elle doit se poser aujourd'hui aux députés de la NUPES. Je suis certain d'ailleurs qu'ils en discutent. Faut pas croire que tout le monde est aligné en fait sur genre on va gueuler, on va crier, on va pendre Elisabeth Borne sur un char. Tout le monde n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, c'est pas la CGT. La CGT, il n'y a pas de centralisme démocratique à la CGT. À la CGT, c'est des sections. Non, mais c'est quand même très très important en fait de savoir qu'il y a une autonomie en fait de la part de chacune des sections et que c'est pas Philippe Martinez qui a décidé que à Marseille. D'accord, c'est une section sur l'État à Marseille. Si Marine Le Pen en écharpe posée avec le pied sur la tête de Jean-Luc Mélenchon collée sur... Alors attendez, justement, non, Antonin, non, il y a une scène. Vous parlez de Marine Le Pen. Il y a beaucoup de bazar. Pardon. Scène désormais classique. La gauche et le gouvernement s'échappent et justement, Marine Le Pen compte les points. Ah oui. Je pense que l'immense majorité de cet hémicycle a ressenti exactement la même chose, mais ça fait une semaine que dure cette escalade verbale qui, je crois, a atteint peut-être aujourd'hui son apogée. Je voudrais tout de même rappeler qu'il y a énormément d'arguments à échanger sur cette réforme des retraites. C'est pas les arguments qui manquent et on sait très bien que nous avons des oppositions très fortes et très profondes, mais que si on pouvait se rappeler juste une chose, c'est qu'en politique, on n'a pas d'ennemis, on a des adversaires. Eh bien, on éviterait d'en arriver à de telles extrémités. Et évidemment, l'ensemble de mon groupe souhaite apporter son soutien à Olivier Dussopt, qui a été très certainement marqué par cette injure très grave et très lourde. Est-ce que vous n'êtes pas en train de paver un boulevard pour Marine Le Pen ? Ben précisément non, parce que justement on essaye de canaliser la colère de la rue et de faire en sorte qu'elle s'exprime à l'Assemblée. Ce que moi j'observe du groupe Rassemblement National depuis le début de la mandature, c'est à quel point ils ont toujours un temps de retard et ils sont largués sur les trucs. Enfin, pardon, mais sur le SMIC par exemple, moi ça m'a fasciné. Ils n'ont pas voté l'augmentation du SMIC quand nous l'avons proposé, et du coup ils ont essayé de se rattraper aux branches par une espèce de proposition de loi dans leur niche, mais comme ça. Et évidemment les conditions
conditions dans lesquelles ils l'ont présentée a fait que ça n'était pas possible de la voter et que de toute façon moi je ne voterai jamais une loi du RN, mais en fait ils ont toujours un temps de retard. Alors là, pendant tout le début de la discussion sur les retraites, ils étaient totalement absents. Moi qui suis dans la commission Affaires sociales où on discute de manière préalable le texte, ils n'étaient pas présents, mais même pas présents physiquement. Donc en fait là, ils essayent de se rattraper aux branches. Vraiment, je voudrais dire quand même aux personnes qui nous écoutent que nous faisons une opposition certes bruyante, mais nous faisons une opposition. On va parler des 1200 euros. On va parler des 1200 euros dans une seconde, mais il y a quand même un autre aspect dans la stratégie de la gauche, ça a été l'obstruction. Bruno Le Maire vous est tombé dessus, notre partie du gouvernement vous est tombé dessus. Les syndicats aussi, l'obstruction c'est une connerie, a dit Laurent Berger, en expliquant que c'était pas nécessaire de déposer ces milliers d'amendements. Vous, la gauche, vous retirez 1000 amendements ce soir. Oui. C'est quoi, pour accélérer les débats et pour qu'il y ait une vraie discussion et un vrai débat, notamment sur l'article 7, je le dis pour ceux qui nous regardent, c'est-à-dire l'article qui permet de repousser de 62 à 64 ans l'âge de départ. Il faut qu'il y ait ce débat-là. Alors, on a déposé des amendements pour être maître du temps, c'est-à-dire pour pouvoir maîtriser le temps et faire en sorte que la rue ait le temps aussi de se déployer et qu'on fasse comme ça cette espèce d'homogénéité entre la rue et l'Assemblée, ce sur quoi nous travaillons depuis le début. Là, nous avons retiré ce soir un millier d'amendements en effet. Pourquoi ? Parce que en fait, sur l'index senior, il y a rien n'est passé, mais rien de rien. Donc là, maintenant, il faut qu'on aille aux recettes. Parce qu'en fait, si on trouve des solutions sur les recettes et si on arrive à faire passer des amendements sur les recettes, alors il n'y aura pas besoin de l'article 7 de décalage de l'âge. C'est-à-dire qu'en fait, le seul décalage de l'âge... Si vous arrivez à financer autrement la réforme des retraites, il n'y aura pas besoin de l'article 7. Un débat et un véritable débat sur les alternatives au financement, de sorte qu'on n'ait pas besoin de voter. Sandrine Rousseau, est-ce que vous avez la trouille d'aller au vote sur l'article 7 et qu'il y ait une majorité à l'Assemblée pour voter le passage à 64 ans? Pas du tout, et pour plein de raisons. C'est que si on le gagne, eh bien c'est très bien, et moi je pense qu'il y a une opportunité pour le gagner, mais je vais vous dire que même si on le perd, on a déjà vu dans l'histoire politique des textes importants qui ont été retirés après le vote. Je crois que c'était le cas par exemple du CPE, voilà. 2006. Donc de toute façon, ça n'aura pas d'influence sur... Est-ce qu'il n'y a pas de désespéré Billancourt, ça aura une influence. Mais c'est pour ça que moi je voudrais qu'on ait une vraie discussion, et c'est pour ça que j'ai annoncé au nom du groupe qu'on allait retirer des amendements et la NUPES l'a fait dans son ensemble, pour qu'on ait une vraie discussion sur les alternatives au financement. De sorte que les députés hésitants puissent se dire que finalement si on arrive à passer des amendements sur des financements alternatifs, alors on n'a pas besoin de voter le décalage de l'âge. Et là maintenant on va rentrer vraiment dans le dur de cette réforme. Antonin, le produit d'appel du gouvernement, les 1200 euros, le gouvernement est obligé de se justifier aujourd'hui. Oui, alors évidemment, les 1200 euros, c'est l'un des symboles de l'ambiguïté du gouvernement sur cette réforme, puisque dès le départ, Élisabeth Borne avait dit 1200 euros pour ceux qui auront travaillé toute leur vie, et les ministres sont allés le défendre dans les médias en parlant de retraite plancher. C'est le cas notamment de Marlène Schiappa sur cette antenne. Regardez. C'est une réforme qui améliore le système, qui crée d'ailleurs un plancher à 1200 euros qui n'existe pas aujourd'hui et qui crée un certain nombre d'avantages et de prise en compte, notamment pour les personnes les plus précaires, les plus fragiles. Alors, quand on regarde dans le détail et qu'on ouvre les tiroirs de cette réforme, c'est comme ça un peu partout, quand on ouvre les tiroirs, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. En réalité, ce sont seuls les gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont une retraite complète, payée au SMIC, qui toucheront les 1200 euros, et donc pas du tout une retraite plancher pour tous les petits retraités. En fait, on avait mal compris, et c'est ce qu'explique Franck Reister, toujours sur cette antenne. Ça, c'est une fake news. On n'a jamais dit que nous allions donner 1200 euros à tout le monde. On a toujours dit qu'il allait y avoir 1 800 000 retraités qui allaient avoir leur retraite revalorisée. Alors évidemment, ça nourrit les oppositions, et ça double le côté injustice, du côté on vous a peut-être pas tout dit, voire on vous a menti. J'imagine que c'est le genre d'argument, qui évidemment fait le sel de l'opposition à l'Assemblée. Et nous, on a toujours dit que cette retraite présentée comme minimale à 1200 euros était un fake, était un mensonge, parce que il y a des économistes qui, dès le départ, se sont penchés sur cette question et nous ont dit mais en fait ça va toucher quelques dizaines, au maximum 300 personnes par an, ce qui est vraiment minimal. Et donc en fait, le gouvernement donne pas de chiffres. Le gouvernement dit ne sait pas donner de chiffres. Tout ce soir là, par exemple, on a posé la question au gouvernement qui refuse de répondre. Mais ce qu'il y a de fascinant dans la défense du
gouvernement, la défense qu'exerce le gouvernement sur ce texte. C'est que tous les arguments qu'ils avancent tombent les uns après les autres. Et c'est ça qui crée la colère chez les gens. C'est qu'ils nous ont d'abord vendu une réforme qui favorisait les femmes. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, les femmes vont être les premières victimes de cette affaire. Après, ils nous ont dit ça améliore les petites retraites. Et puis on voit qu'en fait, il n'y a quasiment pas d'augmentation des retraites. Et ce qui n'est pas encore dit dans le débat, mais ce qui va arriver, c'est que en plus, la réforme prévoit une baisse de l'ensemble des pensions. Non seulement on devra travailler plus tard, mais en plus avec une pension plus basse. Et ça, pour le coup, c'est pas ce qui est dit par le gouvernement. Le gouvernement, dans son étude, ne dit absolument pas ça. C'est dit dans le Conseil d'orientation des retraites, et il y a une érosion des pensions. C'est pas du tout ce qui est prévu par le. Il y a une érosion des pensions qui est prévue entre 10 et 20% selon les estimations. Par rapport au pouvoir d'achat, vous voulez dire, c'est-à-dire que les pensions vont augmenter, mais moins vite que le coût de la vie. Une érosion du pouvoir d'achat des retraités. Et donc ça non plus, ça n'est pas encore dans le débat. Et donc tous les arguments que nous présente le gouvernement tombent les uns après les autres, y compris celui sur... Parce qu'à un moment donné, ils nous ont dit il faut sauver le système de retraite. Et puis alors là, vraiment, tout le monde s'aperçoit aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de sauver, il s'agit juste de trouver une solution pour un temps assez court et qui est assez facile à trouver. Donc en fait, là, la seule idéologie qui tient cette réforme, c'est une idéologie qui consiste à faire travailler pour produire sans qu'on sache ni pourquoi, ni comment, simplement pour faire du profit et de la croissance. Et je pense que les gens ne sont plus en mesure d'accepter cela, ni sur leur corps, ni philosophiquement. Encore une question de stratégie. Il y a une nouvelle journée de mobilisation le 16, jeudi donc. Ensuite, il y a 2 semaines de faux plats, d'une certaine manière, avant le 7, le 8, avec une grève reconductible qui est appelée, notamment du côté de la SNCF, etc. Est-ce que ça ne sera pas trop tard? Est-ce qu'on ne sera pas passé à autre chose? Et est-ce que les syndicats, là, en sautant ces 2 semaines-là, ne prennent pas un énorme risque? Déjà, il y a les semaines de congés scolaires qui fait. Le gouvernement va avancer pendant ce temps-là. Au Sénat, etc. Ça va avancer. Écoutez, moi, c'est la stratégie des syndicats. Je vais pas la commenter. Ils sont maîtres et ils ont toutes les compétences pour choisir la stratégie la plus opportune. Nous, on se cale sur cette stratégie. Après, je pense que le 7 mars, si les Français s'aperçoivent que vraiment le gouvernement est déterminé à ne pas entendre la rue, alors il se pourrait que le 7 mars, ce soit une grève massive, générale, massive. Et là, je pense qu'on peut mettre le pays à l'arrêt. Et si on met le pays à l'arrêt, alors ils seront obligés de revoir le texte. On en vient dans une seconde à l'affaire Palmade. J'avais juste une question sur cette affaire-là. Savoir ce qui vous marque, vous, depuis 72 heures, que l'on parle de cette affaire, que l'on parle d'un certain nombre de pratiques, etc. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette affaire ? Déjà, je voudrais avoir une pensée pour cette maman qui a perdu son enfant et pour les victimes de cet accident. Et je pense que voilà, on prend en France la consommation de drogue, à mon avis, sous un mauvais angle qui est uniquement la répression, alors qu'on devrait le prendre sous l'angle de la santé publique et de ce que ça génère. Et ce serait pas du tout les mêmes politiques qui seraient mises en place pour prévenir et pour accompagner les personnes qui en consomment. Et là, je pense que tout le monde est peut-être très triste en fait de la situation dans laquelle se retrouvent et Pierre Palmade et les personnes qui sont blessées. Et vraiment, je souhaite que ces personnes s'en sortent. Et voilà, toutes mes pensées vont à vous parlez de prévention à un moment où précisément tout le monde s'interroge sur la répression qu'il pourrait y avoir après cet accident. On verra l'audition, etc. de Pierre Palmade, la garde à vue éventuelle dans les heures ou les jours qui viennent. Mais vous, votre focus, il est sur la prévention. Oui, parce que notamment le chemsex, alors que j'ai découvert là, parce que j'ignorais cette information, mais nécessite absolument une politique de prévention d'ampleur, parce que là, c'est quelque chose qui tue des gens, c'est vraiment en France, et on l'a vu avec d'autres cas emblématiques il y a de ça quelques mois ou années, et vraiment c'est de la santé des jeunes dont il s'agit, donc on ne plaisante pas avec ça, et il faut de la prévention qui soit pas juste de la prévention moralisatrice du type c'est mal de se droguer, mais une prévention véritable. D'ailleurs, il y a des pays qui ont fait un travail absolument exceptionnel sur la prévention de la consommation de drogue et d'alcool, comme l'Islande par exemple, dont on devrait vraiment s'inspirer, parce qu'ils ont réussi à diminuer, je crois de mémoire, de 80% les consommations de stupéfiants sans politique répressive augmentée. Mais on n'a pas été trop indulgent ici en France ? Je crois pas. Avec une certaine forme de consommation festive, etc. Non, vous présentez comme tel. On n'est
pas indulgent, mais on a une politique qui est une politique que je qualifierais un peu de cow-boy sur la drogue, c'est-à-dire qu'on fait des coups, on le présente à la télé, puis en fait on voit que ça ne résout en rien le problème. Je crois qu'on est le pays d'Europe qui est parmi ceux qui consomment le plus de cannabis, par exemple, alors qu'on a la politique parmi les plus répressives. Donc il faut changer complètement de politique de prévention et de répression des drogues. Merci beaucoup. Merci Sandrine Rousseau d'avoir été notre invité ce soir dans 22h Max.